partir. Nous avons... non, ne partez pas, on va donner la parole un peu à la salle. Ouais. Nous avons effectivement, à travers l'exemple que tu nous as donné et ce que tu nous as décrit, la possibilité à la fois de voir comment la question de l'enseignement religieux devient par elle-même obsolète du fait de la désaffection des familles et, je pense encore à plus forte raison, de celle des élèves, mais comment elle n'empêche pas, et au contraire comment elle galvanise les organisations cultuelles dans leur volonté de garder la main. Et il faudrait peu de choses, si nous fermons tous les yeux, pour imaginer ce que pourrait être la même chose élargie à l'ensemble du pays. En sommes-nous si loin que ça? Non. Je passe la parole à la salle pour quelques questions à Charles et à Michel, et à moi si vous avez envie de me demander comment je vais. Alors, je signale à ceux qui prendront la parole, d'une part, de leur demander de se présenter, d'autre part, que l'ensemble du colloque est filmé en temps réel sur Facebook Live et enregistré pour passer sur le site du CLR. Donc, si certains d'entre vous ne le désirent pas, qu'ils ne prennent pas la parole parce qu'on va avoir beaucoup de mal à couper. Mais je voulais le signaler avant, monsieur. Bon, Hubert Hervé, ancien président de l'Union des familles laïques de La Réunion, ancien inspecteur de l'éducation nationale, ancien instituteur. J'ai des enfants, une fille mariée en Moselle. Donc j'ai donc été concerné par ce que notre dernier orateur a présenté. Je vis à La Réunion, nous vivons à La Réunion, une forte pression du comité de dialogue interreligieux qui revendique représenter la laïcité à La Réunion, qui a revendiqué dans un colloque au Sénat en 2007 de proposer comme modèle à la France, l'Europe, le monde et peut-être au-delà, le modèle réunionnais. Le vivre ensemble à La Réunion, dont vous connaissez la multiplicité des religions, la multiplicité des origines ethniques, est grand. La question qui se pose, c'est que nous sommes actuellement dans la même situation qu'était la République, du moins, qu'était la société française dans les années 1830 à 1870, à savoir, à l'époque, non pas le réveil, mais l'éveil républicain, qui a été salué par une offensive religieuse dont les apparitions de Notre-Dame de la Salette et Notre-Dame de Lourdes. Nous sommes actuellement dans la même situation, me semble-t-il, de volonté de puissance ou de volonté de retrouver une puissance des religions à l'intérieur de la société. Quelle est la question? La question, oui, quelle est la question? La question est de savoir comment lutter contre cette volonté de puissance, comment les comités laïques peuvent agir et comment les comités laïques traditionnels, comme les anciennes fédérations des œuvres laïques dont on ne veut plus de l'adjectif laïque, peuvent contribuer à cette renaissance du mouvement républicain, j'ai dit. Merci. Nous allons prendre deux autres questions avant de donner la parole aux orateurs. Bonjour, Catherine Bell, professeure. J'ai connu la Fédération des œuvres laïques avant le comité Laïcité République. Quand celui-ci a-t-il été créé exactement? Troisième question. Même quatrième parce que la réponse sera rapide. Bonsoir, je m'appelle Christophe Calam, je suis l'ancien président de la Société suisse de philosophie, ancien formateur des professeurs de philosophie dans le canton de Vaud et ancien professeur d'histoire et sciences des religions, qui est une discipline qui a été introduite par le canton de Vaud. J'ai participé à la commission qui a élaboré ce programme sur la base stricte des sciences humaines. En effet, l'idée de fait religieux remonte à l'histoire des religions du XIXe siècle, c'est Renan.
Mais quand on sait comment Renan a été accueilli et quel tollé il a soulevé, ça a quand même une certaine subversion, là, les faits religieux. De se référer aux faits, comme Charles Coutel l'a dit, c'est très fort. Mais il y a plus fort, il y a effectivement les questions religieuses. Mais les questions religieuses ne sont pas traitées par la philosophie, elles sont traitées par la psychologie, par la sociologie et par une science humaine interdisciplinaire qui s'est établie quand même depuis un siècle et qui, oui, il y a les milliers de fiches de Marcel Mauss, mais c'est sur cette base-là qu'on peut en effet construire quelque chose qui soit solide du point de vue des sciences humaines. Et les sciences humaines, je voudrais porter témoignage des 5 années où j'ai pu enseigner, ça marche extrêmement bien auprès de nos élèves qui savent rien et qui sont très contents de poser des questions venant de tous les horizons et finalement de pouvoir s'interroger non pas, comme je disais, sur Dieu, mais sur l'homme. Parce que dès le début de mon cours, je disais, moi je m'intéresse pas à Dieu, parce que je ne suis pas théologien, je m'intéresse à l'homme, et nous allons parler des croyants, et nous allons étudier les croyants, et j'ai dans la zone de mon établissement découvert que dans des garages ou dans des granges se tenaient des cultes incroyables, et en fait cette mondialisation religieuse a été l'objet d'une découverte empirique par les élèves. Voilà le modèle au fond que j'avais d'un tel enseignement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quatrième prise de parole, avant de passer la parole. Très rapidement, bien sûr. Alors on commencera par toi, Merci. Alors, Brigitte Tison, ancien maître de conf associé à Paris 5, directeur de recherche à un séminaire sur les intégrismes. Et ma question, elle est liée aux enseignements de l'histoire, compte tenu que je suis aussi la sœur du responsable de l'association des historiens géographes. Quelle réponse donnez-vous aux professeurs d'histoire qui ne peuvent pas enseigner certains événements actuellement dans la région parisienne et peut-être dans d'autres banlieues? Merci. Alors, pour cette question, à moins que Charles veuille y apporter une réponse rapide, une minute. On redemandera ensuite à Barbara de prendre la parole. Alors, on va peut-être commencer par la première question. Pas de problème. Michel, le mode d'emploi de la lutte anti-concordataire, si tu me permets cette inexactitude. On me confie une tâche surhumaine. Difficile de dire tout ce qu'il faudrait faire. En fait, il me vient plutôt à l'esprit de vous dire quels sont les obstacles que nous rencontrons. Nos obstacles, c'est l'inculture, c'est la méconnaissance. Ce que je vous ai résumé là en quelques mots, quoi, j'ai tenu un quart d'heure là. Eh bien, quand je rencontre des journalistes, quand je rencontre des hommes politiques qui ont 10 ans, 15 ans de bouteille, comme on dit chez moi, et que je leur parle de ça, ils ont l'air de tomber de la lune. Il y a une inculture crasse, excusez-moi l'expression. Et donc, le travail que moi je fais, c'est essayer par tous les moyens de faire avancer les idées. Il n'y a pas d'autres moyens. On n'a pas de bouton politique où l'on puisse agir. Donc, il faut essayer d'influencer ceux qui potentiellement peuvent décider, c'est-à-dire les politiques, et puis influencer ceux qui sont quand même des formateurs d'opinion, c'est-à-dire les médias. Alors, j'obtiens de temps en temps une tribune dans la presse locale, c'est vrai. J'essaye. Je crois que j'en ai convaincu quelques-uns. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est, disons, une des tâches principales qui m'incombe, si ce n'est à poursuivre, bien sûr, les recherches historiques, sociologiques, politiques que l'on peut avoir sur tous ces sujets. Merci. Sur la seconde question, sur la fondation du CLR, étant le dernier président en date, je ne suis pas obligatoirement le mieux placé pour en parler, mais je vais vous donner quelques informations. L'alerte était la première affaire du voile de Créteil en 1989, autour de laquelle un certain nombre d'intellectuels alertés par la situation et clairvoyants sur ce que risquait de devenir l'avenir en termes de lutte laïque, et je crois que le moins qu'on puisse dire est qu'ils avaient raison, ont signé une tribune ensemble pour alerter. Dans cette tribune, il y avait Elisabeth Badinter, il y avait Alain Finkielkraut, il y avait Patrick Ednoy, Régis Debray bien sûr, Elisabeth de Fontenay
Catherine Kinsler. Et donc, à cette occasion où, au même moment, Régis Debray avait eu ce mot qui est de plus en plus fort et de plus en plus brûlant, il faut faire attention à ce que le droit à la différence ne nous mène pas à la différence des droits. Autour de cette tribune s'est constitué un groupe de gens qui ont commencé à travailler, à vouloir produire du sens, et vous trouverez sur le site du CLR notre déclaration de principe qui a été écrite quelques années après et qui n'a rien perdu, tiens oui si tu peux ni de sa vigueur, ni de sa clairvoyance. Et donc en 1991, le comité laïcité république a été créé avec un certain nombre de fondateurs intellectuels, artistes, syndicalistes, politiques, qui couvraient une large partie du spectre politique, mais qui tous étaient dévoués au combat laïque et au combat républicain. Le premier président en fut le grand historien Claude Nicollet, et qui eut pour fringant et jeune secrétaire général notre président d'honneur Patrick Kessel, qui depuis a mené cette barque. Alors parmi les fondateurs, on peut citer comme syndicaliste Louis Astre, on peut citer parmi les hommes politiques Caillavet, Yvette Roudy, on peut citer Guy Langagne, le ex-ministre de la mer et député maire de Boulogne-sur-Mer. Allez-y. Allez-y, non, c'est bien, c'est bien. Les noms sont André Henry, Gisèle Halimi. On peut citer aussi des artistes, Claude Villers. Isabelle Adjani, je crois. Non, elle fut lauréate du prix ensuite. Et donc, depuis, le CLR maintient son action et l'élargit en étant constitué uniquement de bénévoles et en vivant des cotisations de ses membres, ceux qui n'ont pas payé, vous l'avez compris, et de dons d'un certain nombre de personnes généreuses. On peut compter parmi elles d'ailleurs le regretté Pierre Berger, qui fut aussi l'un des fondateurs. Ne parlons pas de ceux qui ne le désirent pas dans ce domaine. Et donc notre travail consiste à faire connaître, comme vous le savez, la laïcité, avec cet événement majeur annuel qui est la remise des prix de la laïcité, Grand Prix national, Prix international, Prix sciences et laïcité, et des mentions, qui au cours des années a honoré des gens qui pour certains d'entre eux étaient inconnus à l'époque et qui depuis sont devenus des icônes de la laïcité, particulièrement dans l'entreprise. Je pense à M. Petit-Huguenin, le fondateur et PDG de Paprec Virbac, mais qui a aussi soutenu des gens qui étaient dans l'adversité, comme Samuel Mayol, président de l'IUT de Saint-Denis, ou comme le pianiste turc Fazil Say, Natalia Baleato pour la crèche Badilou. Donc le prix, les colloques, vous participez aujourd'hui, à Paris, mais aussi en région, avec des CLR de plus en plus nombreux qui soutiennent exactement la même politique que la nôtre et font des colloques ou des conférences originales. Il y a parmi nous le président du CLR Nantes Pays de Loire, voilà, il est là, Babacar Lam, qui est un de nos plus actifs présidents. Et nous vous engageons à nous rejoindre si vous voulez travailler avec nous, comme nous le faisons depuis maintenant près de 30 ans. Charles. Quelques éléments de réponse qui sont des repères et surtout des chantiers que nous ouvrons. Alors, quand les philosophes parlent de la notion de question, c'est un point de départ pour que cette question devienne un problème, c'est-à-dire une tension consciente de soi entre un savoir et un non-savoir. Mais pour que les problèmes soient vivants, intéressent, impliquent, il faut reconnaître qu'en République, l'ignorance, c'est l'ennemi. Même si vous la maquillez en spontanéité jeuniste, hédoniste, épanouissante, et comme dit un ami présent ici, pour l'épanouissement, un réseau assez serré de clubs de vacances, de centres aérés et de colonies de vacances peut parfaitement y pourvoir. Si vous décidez qu'il faut s'émanciper pour vous méfier de votre propre ignorance, au revoir.
Voilà, donc il y a une spécificité du questionnement philosophique, en ce que ce questionnement convie la dimension qu'on appelle métaphysique. Les élèves peuvent, juste avant leur choix de radicalisation via certains réseaux, se poser des questions de sens, se poser des questions sur le sens de la vie, sur l'existence ou non de Dieu. Je vous renvoie ici à un excellent petit ouvrage d'Adrien Candiard, dominicain mais nul n'est parfait, qui pose très bien cette question. La réponse aux candidats à la radicalisation, elle est métaphysique, philosophique, théologique. Mais ce n'est pas au président de la République de nous le dire. C'est à ceux dont c'est la spécialité et le métier. Donc quand on dit questionnement philosophique, c'est cela que j'avais en tête, même si lorsque les sociologues sont débarrassés de leur fatalisme statistique, c'est souvent le cas, car ils comprennent très vite qu'il ne suffit pas de compter les prix Dieu pour avoir une théorie de la piété. Ça se saurait. Et il me semble, les tapis de prière, c'est pareil. Vous avez là l'indispensabilité des philosophes, dont on regrette la disparition une fois qu'on les a tués, notamment dans la formation des maîtres. Je vous rappelle, mes amis, qu'en 1985-7, il y avait 120 heures de philosophie de l'éducation et 30 heures sur la Révolution, la Troisième République, les problèmes actuels. Et que je sache, les élèves qui en sortaient, qu'on appelait des élèves maîtres, donc on affirmait deux vérités en une, ils étaient élèves mais aussi maîtres. Maintenant, ils sont jeunes en difficulté recyclés, car c'est ce qui va arriver si on continue à laisser se répandre des bruits du style « tu seras en échec au M2, donc contractuel ». C'est le système que je ne qualifie pas, la provenance est facile à trouver. Plus je rate, plus je réussis. C'est 350, 450 € par mois, tu confirmes? Voilà, la clochardisation de la fonction enseignante. Pour la Shoah, mais ça n'est possible dans les classes que parce que les deux autres lignes de défense ont été rompues. Si on ne peut pas poser la question de l'enseignement non confessionnel des faits religieux parce qu'on aurait des problèmes de discipline, mais c'est parce que la laïcité est trop souvent dans les établissements réduite, ça n'est pas le cas, et les inspecteurs y veillent au fait de punaiser la charte de la laïcité. Punaiser la charte de la laïcité, c'est un début pour un enseignement laïque de la laïcité. Mais c'est oublier l'avertissement de l'inspection générale de physique-chimie il y a 3 ou 4 ans, là, Alain et moi, de physique-chimie en disant attention, l'enseignement des sciences n'est plus du tout accompagné par l'apprentissage du sens du problème, l'apprentissage de l'histoire des sciences. Les programmes sont faits en sorte qu'on vise à l'employabilité, à l'adaptabilité prétendue cognitive, mais pas du tout humaniste des personnes. Et seule la raison émancipatrice peut nous guider vers ce chemin-là. Mais pour cela, c'est toute la formation des maîtres à revoir, et ne nous vexons pas les uns les autres, c'est toute la formation des inspecteurs. J'ai essayé de coincer M. Payon avant qu'il claque les portes, ceci. Monsieur le ministre, laissez 2 heures d'enseignement à tous les corps d'inspection, d'éducation et de direction. Évidemment, ils s'inspecteront les uns les autres, les inspecteurs inspectés. Et évidemment, dans la classe la plus difficile de la circonscription d'un côté, parce qu'on ne peut pas être jugé parti, sauf quelques-uns, visités par je ne sais quel triangle des Bermudes, là, qui pourront s'inspecter eux-mêmes. Donc, si on ne peut plus parler de la Shoah, on ne peut plus évoquer la question de l'évolution, Darwin, etc. Mais c'est parce que les premières lignes de défense ont été enfoncées. Et la date est très précise, et les parano se comprendront entre eux, depuis 1974, depuis qu'on a dit, 75, que l'école était une communauté éducative, il y a presque quelques dizaines d'années, on a failli, mes amis, enlever National d'éducation nationale avec Giscard d'Estaing. Et ce que j'entends de la part de notre second intervenant, oui, troisième même, c'est que le modèle néoconcordataire, toujours mon triangle, hein, eh bien, le modèle néoconcordataire menace, avec un vocabulaire mou du genou, vivre ensemble.
mes amis. Mais les prisonniers de la caverne de Platon, ils vivent ensemble, tranquilles et détendus. Ça, c'est surpeuplé en plus. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on a baissé la garde sur les 2 premières lignes de défense. Défense de la laïcité, défense de la République et des savoirs. Et d'une République que Claude Nicollet, évoqué par Jean-Pierre, appelait la République enseignante. C'était un honneur. Ça n'était pas en catimini, après des formes de culture du débat. Merci. Un tout petit mot, Michel. Oui, je rebondis sur une phrase. Sur un des propos de Charles, qui a évoqué une nouvelle fois le fait concordataire, pour rappeler à ceux qui l'ont oublié que le préambule du Concordat de 1801 entre Bonaparte et le Vatican dit que ce texte fameux est établi tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure. Le rêve de tout ministre de l'Intérieur. Merci. Merci, messieurs. J'appelle donc Barbara Lefebvre et Isabelle de Meckenem qui vont prendre à leur tour la parole.